Sans détour. L'actualité géopolitique sur le conflit en Ukraine, l'OTAN et la Russie, analysée sans filtre. À retrouver sur Sputnik Afrique. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Karine Bécher, Sans détour pour Radio Sputnik Afrique. Dans cette nouvelle émission de Sans détour, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Pierre-Antoine Plaquevent, auteur, analyste politique, pour discuter de l'ingénierie sociale et du conflit civilisationnel qui se déroule en ce moment contre la Russie. Pierre-Antoine Plaquevent, bonjour et merci d'avoir accepté de discuter sur les ondes de Radio Sputnik Afrique pour approfondir la manière dont le culte LGBT est instrumentalisé comme une ingénierie sociale en Occident et pas seulement, et de sa remise en cause par la nouvelle stratégie de sécurité américaine. Quel sens cela prend-il dans le cadre de la guerre véritablement civilisationnelle qui actuellement est en cours sur le front ukrainien contre la Russie? À tout de suite sur les ondes de Radio Sputnik Afrique. Depuis 2012, la protection de ce qui est appelé les minorités sexuelles est entrée dans la législation en France. Il s'agissait au départ de mesures antidiscriminatoires dans tous les domaines de la vie courante, le mariage, l'adoption, l'interdiction de thérapie de conversion, etc. Ainsi, la discrimination du genre est devenue une infraction pénale. La machine a été lancée et d'une protection des minorités, la ligne est devenue proactive, faisant de la propagande du genre une politique publique. Les écoles n'ont pas été épargnées, et dès le plus jeune âge, les enfants apprennent qu'ils n'ont pas de sexe déterminé à la naissance, les formulaires administratifs refusent le terme père et mère. Les gay pride et les drapeaux arc-en-ciel ont envahi le pays, même les passages piétons dans certaines villes. La France, comme tous les pays européens, sous le joug des élites globalistes radicales qui les gouvernent, s'est engouffrée dans cette voie qui a vidé la société de sa force, affaibli l'État et provoque une montée de contestation toujours plus férocement réprimée. La nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine remet en cause ces dérives dangereuses pour l'ordre global, ce qui ne peut pas ne pas avoir d'effet sur les relations à la Russie, puisqu'elle se pose en garante des valeurs traditionnelles et la guerre conduite sur le front ukrainien est un véritable combat civilisationnel. En Occident, le mouvement LGBT est parti de l'idée d'une protection d'une minorité pour devenir un véritable culte qui s'impose à la majorité. En ce sens, nous sommes sortis du principe démocratique, qui est celui de la gouvernance par la majorité, pour en arriver à la domination d'une minorité sur, et même parfois contre, la majorité. Pierre-Antoine Plaquevent, pourriez-vous expliquer à nos auditeurs comment cette évolution a été réalisée? Quelles sont les méthodes qui ont été employées? Et surtout, ce qui quand même est intéressant parce que ça n'est absolument pas du tout spontané, quels acteurs ont fabriqué ce culte? Alors, vous avez très justement parlé de manipuler les minorités contre la majorité. Et en fait, il se trouve que cela a été précisément théorisé par l'anthropologue Gregory Bateson, qui a d'ailleurs aussi été un agent de l'OSS durant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, lui, il avait étudié comment les groupes humains se scindaient à partir de différenciations qui, depuis l'extérieur, n'étaient pas forcément très révélatrices, mais à l'intérieur du groupe étaient importantes. Il a appelé cette dynamique la schismogénèse, donc comment se créent des schismes à l'intérieur des groupes humains. Et cette méthodologie a été reprise par les réseaux de l'Open Society et par George Soros, qui en parle il parle dans ses livres, évidemment, on parle souvent de l'influence de Karl Popper, mais il parle aussi de l'influence qu'a eu sur lui Gregory Bateson, mais sans préciser plus que cela. Mais quand on voit la méthodologie qui est appliquée, on voit que c'est exactement ça qui est utilisé, c'est-à-dire utiliser des minorités pour fracturer une majorité. Et c'est le principe de la cybernétique qui s'applique à la politique et qui est en fait la manière de dissoudre des équilibres existants pour en recomposer de nouveaux. Et alors, vous avez plusieurs types d'ingénierie sociale. Vous avez Karl Popper expliquait que les bolcheviks, par exemple, avaient utilisé une ingénierie sociale trop brutale, trop rapide, et qui du coup avait suscité en réaction le stalinisme, en fait, qui avait été une tentative de stabiliser ce système. Et donc, il préconisait plus tard pour les libéraux radicaux d'utiliser une stratégie de
d'ingénierie sociale progressive par palier. C'est un peu l'idée de la fenêtre d'Overton dont on parle souvent. Donc, et c'est ce qui a été employé avec le lobbying LGBT. Vous aviez justement dit qu'au départ, on est passé de quelque chose qui était l'idée de protéger une minorité présentée comme menacée à progressivement quelque chose qui devient un standard imposé à toute la société. C'est précisément cela le mode opératoire. On commence par repérer quelque chose qui peut être utilisé comme une faille et ensuite on l'étend et ensuite ça devient une norme. Et donc c'est une arme en fait géopolitique, une technologie politique pour affaiblir un adversaire géopolitique. Moi c'est la même chose sur en fait c'est la question identitaire au sens large, de l'identité sexuelle, de l'identité ethnique, de l'identité religieuse qui peut être manipulée comme arsenalisée, un peu comme disent les Anglais, weaponized pour arriver donc à ses fins. Et l'Ukraine est précisément le territoire où la schismogénèse, je dirais mondialiste, s'exerce à plein pot, puisque cela s'exerce autant donc dans ce champ LGBT que aussi effectivement sur la question ethnique, la question de la manipulation du roman national, c'est-à-dire là où on voit qu'il y a possibilité de créer un roman national différent, eh bien on va s'appuyer là-dessus. C'est une méthodologie qui est employée par exemple en Europe même, en Europe occidentale, par exemple avec l'indépendantisme catalan en Espagne, eh bien c'est ce qui a été employé. Les réseaux sociaux ont massivement soutenu cet indépendantisme et précisément s'appuyant là où il y avait une possibilité de manipuler une question identitaire. Alors pourquoi ça ? Parce qu'effectivement les réseaux mondialistes ont intérêt à fracturer les ensembles géopolitiques trop stables pour arriver à une sorte de marqueterie de petits États, de micro-États qui sont forcément dépendants de l'extérieur. Donc c'est pour ça. Et on voit d'ailleurs justement que ça dépasse même le continent européen, que ça va même aussi cette technologie et semble être utilisée en tout cas en ce qui concerne les LGBT en Afrique. Ça concerne notamment aussi beaucoup la question religieuse, comme vous l'aviez souligné à l'égard de l'Ukraine. C'est également le cas à l'égard de l'Afrique, puisqu'on sait que l'Afrique est un des piliers quand même de l'Église actuelle, dans le sens où elle est beaucoup plus traditionnelle, elle est beaucoup plus classique. Si on compare par rapport aux dérives quand même assez fortes que l'on voit en Occident. Et par exemple, ça provoque des réactions. Et par exemple, le Nigeria a rompu ses liens avec l'Église anglicane après la nomination d'une femme archevêque lesbienne. Des programmes internationaux aussi, très concrètement, impulsent la propagande LGBT, comme le FMI ou la Banque mondiale, qui a priori quand même n'ont strictement rien à voir avec les pseudo-valeurs. Et ils utilisent en fait le chantage à la propagande LGBT pour attribuer ou refuser des financements aux pays en Afrique. Et même à Washington, qui pourtant actuellement, normalement, se prononce contre le culte, notamment LGBT, ils ont restreint les visas pour les hommes ougandais tant que la législation nationale interdit l'homosexualité. Alors, si on comprend l'intérêt que ça présente pour l'Europe, parce que il faut maîtriser ce continent, il faut que ce ne soit plus une puissance. Pierre-Antoine Plaquevent, quel est le but, à votre avis, de l'instrumentalisation de la politique LGBT, enfin de la propagande LGBT aussi intrusive en Afrique? Parce qu'on annonce, certains disent que c'est aussi un moyen de lutte contre la natalité, mais ça semble quand même un petit peu léger comme explication. Je pense que c'est aussi une des problématiques qu'ils ont. C'est la démographie, la natalité forte. Alors ça avait été. On parle beaucoup donc du nouveau rapport stratégique américain. Il y avait dans les années 70 préparé par Kissinger un rapport qui s'appelait le NSSM 200, qui lui préconisait dans les pays qui recèlent des ressources stratégiques pour les États-Unis d'appuyer tout ce qui est d'appuyer toutes les méthodologies qui pourraient permettre une natalité basse dans ces pays et donc d'instrumentaliser les... Et pourquoi une natalité basse en général dans ces pays ? Alors parce que le raisonnement était que si vous avez une natalité forte, une génération plus tard, vous avez des souverainistes et des patriotes. En fait, c'est tout simplement ça. Et c'est ce que l'on constate en Afrique. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire que les pays africains où on se soulève contre, je dirais, l'occupation néocoloniale occidentale, eh bien c'est des pays où il y a une jeunesse forte et patriotique. Donc déjà, il y avait ce raisonnement-là. Et je pense que c'est la politique qui a été appliquée à l'Europe occupée
à partir de l'après-guerre, quoi, de l'après-Seconde Guerre mondiale. C'est progressivement, c'est d'un côté nous faire, et parce que quand on lit ce document qui avait été produit par Kissinger et ses équipes, il disait, on ne peut pas arriver en Afrique avec les mêmes méthodologies qu'en Europe, donc on doit plutôt cibler, expliquer qu'une natalité basse, c'est un bien-être pour la famille et pas pour l'individu. Donc ils avaient déjà repéré cette différence. Donc il faut et progressivement promouvoir tous les moyens de contraception et même au-delà promouvoir la politique d'avortement, alors que c'était même illégal encore à l'époque aux États-Unis. Donc il y a toujours cette ambiguïté aussi là ça rejoint votre questionnement sur les États-Unis. C'est finalement les États-Unis emploient ça comme des vecteurs de puissance. C'est arrivé, comment dire, dans cette guerre civilisationnelle avec gérer l'Eurasie politique, l'Occident politique se rend bien compte qu'il va lui falloir maintenir un minimum de substrat, je dirais, anthropologique classique pour continuer, pour ne pas s'effondrer complètement. Donc je pense qu'il y a un peu cette logique-là, mais pour autant, à l'extérieur, les moyens LGBT et autres, je pense que vont continuer à être employés. On a, par exemple, là, on annonce pour la Coupe du Monde, je crois, de 2026, un match qui serait organisé entre l'Iran et l'Égypte, mais aux États-Unis même. Un match LGBT en soutien aux LGBT, vu que ces deux pays interdisent encore les unions du même sexe, etc. Donc on voit qu'en fait, c'est un petit peu, je pense que les États-Unis ont cette politique qui a toujours été là, en fait, il faut maîtriser tous les récits. Si on a le récit globaliste qui maintenant perd de son ampleur, donc il faut maintenant maîtriser le récit conservateur. Et donc le maîtriser. Et en fait, c'est dans ce sens-là que vous analysez du coup la nouvelle stratégie américaine par rapport à l'Europe, parce qu'elle pointe, et elle a raison, de pointer le suicide civilisationnel de l'Europe d'un côté. Et le constat, il est juste, il est argumenté, parce que ces valeurs qui sont anti-civilisationnelles, en fait, ont réellement vidé nos sociétés de tout sens. Elles ont fragilisé ces sociétés de l'intérieur, de leur substance, et elles ont même touché l'homme dans sa capacité de percevoir le monde. C'est un peu cette espèce de gouvernance par le chaos dont finalement il resterait plus que le chaos, ce qui met en danger le fonctionnement global. Donc en fait, pour vous, Pierre-Antoine Plaquevent, d'un côté, les États-Unis de Trump reprochent à l'Europe d'être allé trop loin, en quelque sorte. Oui. Mais c'est pas pour refaire une Europe forte, indépendante, souveraine. C'est en fait pour garder un instrument dans le cadre de ce combat des élites globalistes qui doivent continuer à survivre. C'est ça pour vous? Alors non, c'est pas ça. C'est pas forcément. Là, je pense qu'il y a une vraie fracture, je dirais, au sein des élites entre deux orientations. On l'a vu par exemple sur la question justement de la natalité. Vous aviez des gens comme Gates et autres qui, eux, sont pour une dénatalité radicale, même utiliser toutes sortes de moyens pour arriver à ces fins-là, parce qu'eux, ils conçoivent vraiment le monde comme en fait une oligarchie qui gère un ordre cosmopolitique intégré globalement. Et puis il y a une autre version de la technocratie, je dirais, qui est incarnée par Musk, par exemple, ou Peter Thiel, des gens comme ça, qui eux considèrent que non, il faut maintenir une démographie forte et il faut en fait coupler, je dirais, la robotisation, la modernisation, le transhumanisme avec quand même le conservatisme d'un socle anthropologique réel, parce qu'ils savent bien que sinon ça va pas tenir, notamment face à la concurrence géopolitique de la Chine et de la Russie et des puissances eurasiatiques. Donc je pense qu'il y a une forme de pragmatisme et je pense qu'il y a un vrai combat, je dirais, au sein des élites occidentales entre ces orientations-là. Donc ça, c'est réel. Mais pour autant, je dirais au niveau au niveau de la puissance pure, géopolitique, les États-Unis, forcément, vont essayer de garder la mainmise sur l'Europe et donc la mainmise sur la tendance qui émerge, qui est maintenant le populisme et le conservatisme. C'est logique, en fait. Mais ce qui est... En fait, ce que tu peux pas empêcher, tu dois le contrôler, quoi. Exactement. Et ce qui est... Et surtout, ça, c'est...
je dirais, un principe de la guerre cognitive. En fait, ils ont vu que certains discours commencent à émerger, d'abord par la base, etc. Et ensuite, c'est récupéré. On le voit bien en France, même avec, je dirais, des CNews, etc. Ça fait des années que ce discours-là gronde dans la population. Puis maintenant, il faut qu'il soit capté. Et ensuite, qu'il soit, je dirais, canalisé. Voilà. Donc le but des Américains, je pense, c'est de canaliser ce discours et de se créer des alliés en Europe qui leur permettront de s'appuyer. Puis il y a aussi une autre variable qui est que les États-Unis sont en crise profonde depuis et structurelle depuis des années, et donc ils doivent éponger cette crise sur l'Europe. Et en fait, dans le partenariat, enfin pas le partenariat, mais la forme de l'Occident politique qui est transatlantique, eh bien la balance doit toujours peser du côté américain. Donc à partir du moment le cauchemar des stratèges anglo-américains a toujours été que l'Europe occidentale se rapproche de la Russie et finalement qu'il y ait un continuum de puissance à l'échelle eurasiatique qui se développe. Et donc, ils ont empêché ça dans un premier temps avec la guerre en Ukraine. Et maintenant, en plus, ils vont nous faire payer l'addition à nous, Européens. Et avec ce discours que les Américains ont toujours, c'est qu'ils se présentent toujours comme des libérateurs. Donc, il faut se rappeler du discours du général Wesley Clark, il y a pas si longtemps que ça à l'échelle de l'histoire, pendant les guerres balkaniques, quand la Serbie a été bombardée, qu'il avait dit il faut que les Européens comprennent que maintenant, il n'y aura plus d'État homogène ethniquement dans le monde, c'est du passé. Donc les mêmes Américains, maintenant, viennent nous dire qu'est-ce que vous avez fait les Européens pendant tout ce temps? Vous êtes complètement dégénérés, regardez, et donc ils viennent nous libérer. Ils sont toujours des libérateurs. Et le but, c'est de toujours maîtriser les deux discours. Mais c'est ancien. Si on regarde il y a un siècle, c'est ce qui se passait avec, je dirais, la politique qui était ambiguë par rapport au communisme et au fascisme. Et vous aviez finalement les grands banquiers américains. Pareil, il y avait une division. Il y avait des gens comme Ford qui soutenaient la montée du fascisme en Europe face au communisme. Et puis après, il y avait des internationalistes, comme les Warburg et autres, qui avaient soutenu les bolcheviks dès le départ. Ce qui a d'ailleurs donné l'illusion à Hitler qu'il pourrait, à un moment donné, attaquer la Russie, puis qu'il serait soutenu par l'Occident, alors que non. Le but, c'était finalement de soutenir celui qui est le moins dangereux dans l'immédiat, mais pour garder toujours le contrôle. Et donc, si vous maîtrisez les deux narrations, donc au siècle dernier, c'était le socialisme, national-socialisme, à notre époque, ça pourrait être globalisme et puis étatisme, national, voilà, ou national-globalisme. En fait, on pourrait appeler ça d'une forme de national-globalisme. C'est cette volonté de réformer. En fait, même Trump lui-même l'avait dit dans son discours à l'ONU il y a quelques années, je suis nationaliste quand c'est nécessaire et globaliste quand c'est nécessaire. Parce que c'est ça la vraie... Une excellente formulation. Mais c'est comme ça, vous parliez de l'Église. L'Église, elle va être... en fait, toutes les puissances, dans la période où nous sommes rentrés d'instabilité, en fait, de passage d'un système complètement globaliste à un système qui devrait être post-globaliste, eh bien, il y a un entre-deux, en fait. On est dans cet entre-deux. Donc, toutes les puissances vont devoir faire, comme Macron dit, du en même temps. C'est-à-dire, et vous voyez par exemple l'Église catholique qui a en même temps laissé une messe en latin se dire pour la première fois à Rome par un évêque conservateur, et en même temps accueillir aussi des catholiques LGBT dans le cadre d'une réunion catholique, etc. Donc, il va y avoir, l'important pour les puissances, c'est de maîtriser l'ensemble des récits. Mais il y a quand même une question qui se pose parce que l'attaque qui est conduite par Trump, même si ça ne concerne peut-être que les États-Unis et c'est moins fort, mais bon, il attaque quand même l'Europe aussi là-dessus. Quand il attaque les piliers, en fait, de la globalisation, c'est-à-dire le LGBT, l'immigration, ça fait partie quand même des piliers centraux des mécanismes de gouvernance globalisés. Moi, j'en arrive en tout cas à me poser une question parce que même si ces valeurs
sont fausses. Ce sont entre guillemets les valeurs de la globalisation. Est-ce que, à votre avis, Pierre-Antoine Plaquevent, il est possible à Trump d'arriver à une forme de rationalisation de la gouvernance globalisée pour n'en faire en fait qu'une technique? Et est-ce que réellement la globalisation serait assez forte pour pouvoir se passer de cette espèce d'illusion que créent les valeurs? Parce que les gens ont besoin de croire en quelque chose. Les gens ne vont pas croire en une technique de gouvernance. Ils ont besoin de croire en une sorte de projet civilisationnel, même s'il est faux. Est-ce qu'en fait, ils ne seraient pas, consciemment ou inconsciemment, en train de saper un peu quand même le château de cartes sur ses pattes? Ah oui, non mais là-dessus, en fait, je pense qu'ils ont compris que la narration ou presque le mythe, je dirais, fondateur du globalisme ne fonctionne plus, n'est plus porteur des populations, en tout cas d'un nombre significatif de la population. Donc ils vont passer à autre chose, et effectivement il faut créer une nouvelle narration qui galvanise un peu, et ça peut plus être juste les droits humains, etc. Enfin, ça ne fonctionne plus. Alors donc ça pourra peut-être encore perdurer et être utilisé pour affaiblir des puissances rivales, par exemple au Venezuela, etc. Enfin, les droits humains, c'est toujours utilisé comme un prétexte. C'est-à-dire les rapports que font les mêmes ONG qui sont combattues par Trump en interne, eh bien elles servent à faire des rapports sur les droits humains qui ne sont pas respectés au Venezuela, en Iran, etc. Donc il y aura peut-être une forme de cohabitation des deux, mais il y a un changement de discours. Alors est-ce que ces discours vont coexister? Parce qu'il y a quand même aussi à notre époque, faut comprendre ça, c'est qu'on vit un peu dans des bulles cognitives selon l'opinion que l'on a. Et donc finalement, si on est branché un peu sur des canaux d'information conservateurs, eh bien on va recevoir l'information conservatrice. Si on est sur autre chose, on va recevoir autre chose. Donc il y a peut-être je dirais l'homme d'État, c'est celui qui aurait un peu la vue d'ensemble sur toutes ces communautés qui existent et qui doit fournir, je dirais, à chaque communauté un peu la narration. Et je pense qu'il y a aussi l'idée que maintenant, là on voit notamment les signes d'une forme de catholicisme politique qui revient aux États-Unis, avec Trump qui a fait des longs tweets au moment de la fête de l'Immaculée Conception, etc. Je pense qu'ils comprennent que en fait on ne peut pas tenir, qu'ils y croient eux-mêmes ou pas, peu importe, mais on peut pas tenir une société sans religion, sans respecter le droit naturel. Voilà. Donc, mais est-ce que ça veut dire que ça va cohabiter avec le reste? En fait, il y a plusieurs scénarios. Il y a le scénario optimiste, c'est de dire c'est bon, c'est en train d'être remplacé parce que c'est obsolète. Le scénario plus cynique, c'est de dire de toute façon ils vont utiliser toutes les narrations parce que le but c'est la puissance et la puissance géopolitique pure. Et puis il y a aussi cet autre scénario qui est, vous savez, ça me rappelle cette nouvelle du théologien russe qui avait écrit une nouvelle sur l'Antéchrist au début du XXe siècle. Et dans cette nouvelle, l'Antéchrist donne en fait, en quelque sorte, il sert le discours que chacun veut entendre en fait. Donc il y a un peu cette idée-là. Alors il pourrait y avoir les anglicans LGBT dans leur secte en Angleterre, les conservateurs ailleurs, etc. Mais finalement, ils vont essayer de maintenir quelque chose. Et je dirais que la différence que je vois, c'est peut-être entre, par exemple, la Russie et les États-Unis, c'est que le discours de la Russie me semble plus clair. C'est-à-dire que Justement, on va revenir là-dessus parce que ça, effectivement, c'est un peu le point central. C'est la question de savoir est-ce que finalement la Russie est réellement en concurrence avec les États-Unis sur la question des valeurs traditionnelles ou pas? Parce que en Russie, c'est réel, c'est vécu. Or, il semblerait que aux États-Unis, cela relève de l'ingénierie sociale et d'une technique de gouvernance, de contrôle et de pouvoir. Ce qui, en fait, pose une question. Est-ce que réellement la Russie, à votre avis, est en concurrence ou pas avec les États-Unis sur la question des valeurs traditionnelles, ou est-ce que justement en raison de ça, ils sont sur deux registres différents? Alors, je pense qu'il y a plusieurs aspects. Il y a déjà une vraie convergence entre certains secteurs, je dirais,
américain et le projet le projet russe de conservatisme civilisationnel. Mais il y a aussi une différence de gouvernance. Si vous regardez aux États-Unis, et je pense que ça va être comme ça à l'échelle de l'Occident politique, et donc l'Europe incluse, c'est qu'il y aura des comment dire, un Occident politique en peau de léopard, avec des poches d'endroits conservateurs, des poches d'endroits plus, et c'est déjà le cas aux États-Unis. Si vous regardez comment dire, les endroits comme San Francisco, comme la côte est, etc. Là, c'est des endroits plus woke ou libéraux. Si vous regardez d'autres endroits où le Texas, autre chose, c'est autrement. Pendant le Covid, par exemple, en Floride, vous n'aviez pas les mêmes l'application des lois Covid comme dans d'autres États. Voilà, il y a pas la même, je dirais, verticale du pouvoir qu'il y a dans un État qui a une continuité historique forte et longue, comme la Russie. Et c'est peut-être ça la différence, c'est que les États-Unis sont pas véritablement une nation au sens où on l'entend en Europe, ou j'irais même à l'échelle de l'Eurasie. Donc cet aspect composite des États-Unis leur permet de faire du en même temps, justement. Et donc et jusqu'où ils arriveront. Mais je pense que c'est l'opinion. Parce qu'il faut voir aussi, c'est ça aussi la force aux États-Unis, c'est que depuis ça fait des décennies qu'il y a un fort travail et lobbying conservateur au sein de la société américaine. Et au bout d'un moment, le décalage entre la forme politique qui occupe le pays en quelque sorte et le pays réel lui-même devient trop grand. Et donc ça, c'est un exemple d'ailleurs intéressant, mais bon, je sais pas si c'est reproductible en Europe, parce que justement, c'est les États-Unis étant le pays du libéralisme politique. Eh bien, le libéralisme politique permet le pire, mais aussi le meilleur, c'est-à-dire que des gens conservateurs et sains s'unissent et finissent par arriver à faire un lobbying tel qu'il pèse sur les décisions politiques. Alors justement, avançons un petit peu, parce que malheureusement le temps passe vite, il nous reste quelques minutes d'entretien. Je voudrais revenir sur la question de la guerre en Ukraine, au regard plutôt de ce paradigme. On a quand même l'impression que ce conflit qui s'est développé en Ukraine est un conflit qui a une véritable dimension civilisationnelle. C'est-à-dire que vous avez d'un côté cette vision du monde globaliste anti-civilisationnelle, je dirais, portée par les atlantistes. De l'autre côté, cette vision traditionnelle pour un monde traditionnel, ce qui sous-entend donc évidemment un monde qui soit multipolaire et un monde d'États souverains derrière. Dans ce contexte-là, tout d'abord, en quelques mots, est-ce que vous considérez effectivement, oui, que ce conflit n'est pas que un conflit pour les ressources, un conflit politique, mais réellement un conflit civilisationnel? Et quelle place on peut trouver pour Macron dans ce conflit? Parce que quand même, il y a quelques jours de cela, il voulait demander à Trump d'être nommé le grand négociateur pour aller négocier avec la Russie. Bon, lui qui nous a fait des JO absolument innommables, qui soutient tous les mouvements LGBT, qui est en fait l'image même du petit soldat de la guerre en Ukraine et du combat contre tout ce qui peut être traditionnel et culturel et civilisationnel dans un pays. Quelle place il peut avoir et quelle place pour la France? Macron, c'est-à-dire que on est un peu pris au piège parce qu'on pense que c'est un chef d'État, nous, depuis la base, je dirais, mais c'est un acteur de crise en quelque sorte, de BlackRock, des grandes puissances financières qui font la guerre en Ukraine pour s'accaparer effectivement les ressources stratégiques. Donc c'est vraiment problématique parce que c'est comme si on nous avait confisqué la représentation politique en Europe. Macron va en Chine, les Chinois lui font un discours justement en lui expliquant qu'il y a vraiment une opportunité à rejoindre un peu cette multipolarité, à se rapprocher de la Chine face aux États-Unis, vu que les États-Unis sont en train de les lâcher. Il fait des bains de foule avec la population, il revient et il critique la Chine. Enfin, je veux dire, c'est complètement, du niveau de la rationalité, c'est incompréhensible. Donc, je pense que c'est parce que ce sont des personnes qui sont qui sont des acteurs de crise, d'intérêt qui nous sont cachés. Donc c'est très problématique parce que nous les sociétés civiles européennes sont privées de représentation politique réelle. Donc en fait, on est dans une situation qui est assez inédite parce que ce n'est pas la dictature classique où on comprend que bon, il y a quelque chose mais encore qu'on le comprend de plus en plus. On le voit en Angleterre. Donc en fait, et ça va être le paradoxe de cette société ouverte qui se replie à l'échelle de l'Union européenne, c'est que elle va devoir devenir toujours plus dictatoriale. Mais sur quelle base? C'est comme prétendre envoyer
les enfants se faire tuer. Donc en même temps, enfin, on veut des combattants et en même temps, on veut transformer la société par l'immigration et par le LGBTisme. Donc il va y avoir un problème. Un des critères de pouvoir rentrer dans l'Union européenne, je dirais dans l'espace géopolitique UE-OTAN, c'est de respecter l'agenda LGBT. Ce que d'ailleurs est en train d'essayer de faire l'Ukraine en pleine guerre, comme si c'est la priorité. Mais c'est la priorité si on veut faire partir de cet espace stratégique. Donc là, on comprend bien qu'effectivement, dans ce cas-là, il y a quand même très peu de chances pour que la France, tant qu'elle reste en tout cas globalisée, atlantiste et européaniste, puisse jouer dans le cadre des négociations de paix qui sont actuellement en cours. Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Malheureusement, le temps passe trop vite. Je vous remercie, Pierre-Antoine Plaquevent. C'était vraiment très, très intéressant. J'espère pouvoir vous revoir sur nos ondes pour continuer notre discussion. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. C'était Karine Béchet avec vous, Sans détour, sur Radio Sputnik Afrique. Sans détour, l'actualité géopolitique sur le conflit en Ukraine, l'OTAN et la Russie, analysée sans filtre. À retrouver sur Sputnik Afrique.